Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de ma stratégie d'investissement et des changements que je compte lui apporter. Mais avant toute chose, ceci n'est pas un conseil en investissement. J'ai ma propre stratégie, mes propres objectifs, ma propre aversion au risque. Je vous partage ça seulement à titre d'information. Certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. Pour commencer, je dois dire que j'ai tendance à préférer mon PEA. Mais j'ai aussi un CTO. La répartition doit être d'environ 70-30. Je le préfère pour plusieurs raisons. La possibilité de revendre sans payer d'impôts est une raison importante. Mais aussi car si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'apprécie particulièrement les small caps françaises. Même si en réalité, quand je regarde mon portefeuille, elles ne représentent que 50% de celui-ci environ. Et ce pour plusieurs raisons. Le fait que je me concentre essentiellement sur la France, le fait que je limite les secteurs dans lesquels j'investis, le manque d'opportunités qui en découle, mais qui vient aussi du fait que je demande un gros rendement et par la même occasion une bonne marge de sécurité, et le fait qu'analyser des small caps prend du temps, car c'est souvent plus risqué qu'une big cap. Tout ça fait que j'ai peu de small caps en portefeuille. Par contre, j'ai de grosses convictions pour chacune d'elles, maintenant que j'ai fait le ménage environ celles où je n'étais pas serein. Il n'empêche que je me retrouve avec 50% de mon portefeuille qui ne sont pas des small caps. Ces 50% ne sont pas vraiment des big caps non plus, en réalité c'est plus compliqué. J'ai divisé mon portefeuille en 4. Je dis mon portefeuille car je ne fais pas de distinction entre mon CTO et mon PEA. J'ai la même stratégie pour les deux. Même si aimant les small françaises, je suis plus sur PEA. Une poche qualité, où il y a donc les small caps dans lesquels j'ai de fortes convictions, mais aussi des big caps solides que je n'ai pas forcément analysés en profondeur, mais qui sont réputés pour leur qualité, comme LVMH ou Visa par exemple. Je voudrais que cette poche représente environ 60 à 70% de mon portefeuille, mais on n'en reparle plus loin. Et 30 à 40% restants répartis en plusieurs poches. Une poche à surveiller pour les valeurs où j'ai des doutes, comme Vika, pour ceux qui ont vu mon analyse. Petite poche qui pourrait disparaître. Une poche rebond, où c'est du pur deep value, pour jouer les rebonds de certains secteurs que je trouve injustement massacrés. Il y a par exemple AT&T et Verizon qui ont été massacrés mais qui restent des valeurs solides. D'ailleurs, Verizon a bien rebondi depuis mon achat, et j'ai déjà pris une partie de mes bénéfices dessus, arrivant presque à mon objectif de cours. Dans cette poche, j'achète donc des valeurs massacrées, mais solides, avec un objectif de retour à un cours normal, mais sans conviction à long terme. Possibilité de garder les valeurs plusieurs années, étant donné que j'achète au rabais, même si elles mettent plusieurs années, j'aurai une bonne perf annuelle. Surtout s'il y a un bon dividende en prime. Ce qui me reste de ma position de téléperformance est ici par exemple. J'ai vendu une partie car je n'étais pas confiant, n'ayant pas analysé en profondeur comme vu dans ma vidéo sur ma pire erreur, mais arrivé à un certain prix, c'était débile, et je dois garder une partie de ma position pour jouer le rebond. La dernière poche, c'est une poche pari. En réalité, cette poche n'a pas lieu d'être. Mais j'avais une valeur que j'ai achetée à mes débuts, qui est une start-up et qui, après des mauvais résultats, est tombée à un cours où le cash en banque est presque au niveau de la capitalisation. Et que je garde donc. Mais elle ne rentrait dans aucune poche, alors j'en ai créé une pour elle. Ma poche qualité sera donc une poche où, une fois que j'aurai atteint la taille de position que je souhaite pour chaque valeur, il y aura peu de mouvement normalement. Ce sera une poche long terme. Mais pour ça, j'ai dû baisser mes exigences. Si vous avez déjà regardé une de mes analyses, dans la partie valorisation, je donne un objectif de cours à 5 ans et le prix à payer aujourd'hui pour avoir une rentabilité de 15% par an, dividendes inclus. Le problème, c'est qu'une entreprise de qualité nous donne rarement une telle opportunité. Les opérateurs de marché cherchant généralement une performance moindre, s'ils peuvent avoir 10-12% sur une valeur de qualité, ils ne la laisseront pas plonger à un prix qui donne 15%. Et je suis donc passé à côté de nombreuses opportunités sur ces valeurs en cherchant une telle rentabilité. Surtout que je suis plutôt prudent sur mes estimations de croissance. J'ai donc réfléchi et je pense que je vais chercher moins de rentabilité sur cette partie de mon portefeuille, plus autour de 13-14% pour les small et 12% pour les big. Ce qui me permettra déjà de rentrer plus facilement sur ces entreprises et ensuite de les garder plus longtemps, car 15% de rentabilité me demande généralement une belle décote à l'entrée, mais me les ferait vendre pour chercher une autre entreprise quand elle serait revenue à leur juste valeur et où la performance ensuite serait donc la croissance seule plus le dividende, qui sont souvent plus autour de 8-12%. Mais je vise quand même 15% par an en moyenne. Il faut donc que je trouve de la perf ailleurs, et plus importante, pour compenser ce que je n'aurai pas sur cette partie qualité. Et c'est là qu'intervient la partie rebond. Dans cette partie, comme dit plus haut, il s'agit d'aller à contre-courant du marché, en jouant des secteurs quand personne n'en veut, sans objectif de garder à long terme. J'ai cité AT&T et Verizon, mais je pourrais citer le tabac, les rates, pendant un moment en 2023, ou l'automobile. On a parfois des secteurs bradés. Je pense que pour les rates, le tabac et Verizon et TNT, c'est dû à la hausse des taux. Ces valeurs étant des valeurs de rendement, quand vous pouvez avoir 4 à 5% safe, vous allez demander plus à une action. C'est logique.
Leur prix baisse donc pour que le rendement prenne en compte une prime de risque. Sur 2023, j'ai donc joué le fait que les taux ne resteraient pas élevés éternellement, et que le prix de ces entreprises remonterait bien un jour, quand les taux baisseraient. En attendant, il y a des bons dividendes, même si ce n'est pas ce que je recherche. Et on a pu voir qu'à l'annonce de l'arrêt de la hausse des taux, beaucoup de ces valeurs se sont reprises. Certains anticipant sûrement déjà la future baisse, le marché anticipant toujours. Ça risque d'être plus difficile dans les années à venir de trouver des secteurs complètement délaissés pour jouer des rebonds, mais je verrai à ce moment-là. Pour le moment, j'ai encore certaines de ces valeurs en portefeuille, même si, comme dit plus haut, j'ai déjà pris des bénéfices sur Verizon. En termes de nombre de lignes, je n'ai rien de fixe, et je considère AT&T et Verizon comme une seule ligne par exemple, car je joue le secteur en divisant ma position en plusieurs entreprises. Pour la partie qualité, je veux tout de même rester sur un nombre de lignes limité, pour pouvoir les suivre correctement, et pour avoir un pourcentage cohérent de mon portefeuille sur chaque ligne, car si au final j'ai une forte conviction sur une valeur, mais qu'elle ne représente que 2% de mon portefeuille, car j'ai trop de valeur, ça n'a pas de sens. La partie rebond sera aussi la partie où je serai le plus actif, laissant la partie qualité un peu tranquille. Une fois constituée, à part renforcer et surveiller les résultats, je n'aurai pas de raison de trop y toucher. Je pourrais jouer, entre guillemets, avec la partie rebond. Après, il y a le problème de la fiscalité sur le CTO, qui contient la majeure partie des valeurs rebond, que je ne vais pas conserver à long terme. Ma stratégie peut donc changer, je verrai si j'arrive à sortir une bonne perf malgré la fiscalité, ou s'il vaut mieux que je garde à long terme de bonnes valeurs et jouer les rebonds seulement sur PEA, où il n'y a pas ce problème. Certains peuvent trouver que 60% long terme, 40% plutôt court terme, est une répartition assez risquée. Mais je suis jeune et cherche donc à faire de la performance pour gonfler mon patrimoine, sans non plus tomber dans l'idée que je peux faire 50% par an en traînant. D'ailleurs, je suis assez content, étant assez prudent de nature, je n'ai jamais pris trop de risques, et je me suis jamais fait rincer comme beaucoup au début. J'ai fait des erreurs, mais ne mettant jamais une grosse partie de mon capital, ça ne m'a jamais coûté bien cher. J'ai fait très peu de paris sur des biotech, des nouvelles technologies, ce genre de choses. Aujourd'hui étant bien meilleur qu'à mes débuts, il n'y a pas de raison que je fasse des erreurs que je n'ai pas faites au début. Je pense donc, et l'avenir nous le dira, m'en sortir pas trop mal. En attendant, je continue d'apprendre. Je me suis remis à écouter les cours de Xavier Fontanet sur BFM Business, de vraies masterclass. Je vous les conseille vraiment. C'est axé sur la stratégie de l'entreprise et la création de valeur à long terme. L'analyse d'entreprise est bien plus simple à pouvoir écouter ces cours. J'en ai avoir écouté qu'un quart pour le moment, mais c'est vraiment instructif et fait de manière le plus simple possible. Xavier Fontanet est l'ancien PDG d'Essilor pendant 25 ans. Il a été chez Beneteau aussi, et d'autres, pour ceux qui ne le connaissent pas. On va dire que son passif parle pour lui. On vit vraiment une période incroyable pour ceux qui veulent apprendre. Ça marche pour la bourse, mais pas seulement. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre à faire à peu près n'importe quoi sur Internet. Mais si on revient à la bourse, vous avez énormément de contenu gratuit. Et je dois dire qu'hormis des livres, je me suis formé que comme ça. J'ai pris une seule formation et c'était sur les options, car c'est quelque chose de très technique et risqué. Mais sinon, livres et contenu gratuit. Mais la théorie ne suffit pas, vous devez aussi passer à l'action. Lire des rapports, même si vous ne comprenez pas tout, ou que vous avez l'impression de passer à côté de certaines choses. Faire vos propres estimations de valeur pour les entreprises, vos propres estimations de croissance, votre propre stratégie, et ne pas essayer de copier quelqu'un car vous ne savez pas ce qu'il fait en réalité, et ses objectifs. J'adore le contenu de Philippe Lucchesi par exemple. Mais si j'achète les mêmes entreprises que lui en espérant faire 15% par an, alors que lui les achète peut-être pour faire 10%, il va y avoir un problème. De plus, si je n'ai pas étudié l'entreprise de mon côté, le jour où il y a un problème, je ne saurais pas quoi faire, si c'est grave ou non. Je sais que certains doivent utiliser mes analyses comme référence, mais vous devez vous faire votre propre opinion. Je ne suis pas un génie, et je peux me tromper. Je l'ai déjà montré. Pour le tableur que j'utilise, c'est un tableur de Michael Ravaneda, de Club de Valeur, que j'ai modifié. Je sais que certains suivent leur portefeuille via des applications gratuites ou non, mais j'ai pris l'habitude d'utiliser ce tableur perso. Si ça intéresse certains, je peux vous mettre une copie et vous expliquer comment il fonctionne. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur ma stratégie d'investissement. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre stratégie. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.